La première planche de l'album montre le port de Jingdezhen, où l'on fabriquait de la céramique depuis le VIe siècle. Une manufacture impériale y fut créée sous la dynastie des Song durant la période de Jingde au tout début du XIe siècle, d'où le nom de Jingdezhen, littéralement le bourg de la période Jingde. Partiellement détruite à la fin du XVIIe siècle, la ville fut reconstruite en 1682. Elle connut une période de splendeur de 1683 à 1750, puis un lent déclin jusqu'à la révolte des Taiping qui l'incendièrent en 1853. Les fours se rallumèrent en 1864 et fonctionnent toujours aujourd'hui. On aperçoit au-delà des nuages les montagnes d'où sont extraites la pierre et l'argile à porcelaine. À l'abri d'une muraille crénelée, un temple érigé au génie des fours surplombe les magasins de vente. Le site est établi à la jonction de deux rivières. L'une descend de la montagne et permet d'acheminer les bois flottés nécessaires au fonctionnement des fours. L'autre relie la manufacture impériale et les ateliers privés à la préfecture de Raozhou, qu'on reconnaît à sa pagode à 6 étages. C'est de là que partiront les sampans chargés des porcelaines destinées à Canton et à l'exportation, ou par le Grand Canal à Pékin. La deuxième image reprend par un effet de zoom le profil de la montagne de Kaoling qu'on voyait dans la précédente. Elle représente l'extraction et la pulvérisation des deux éléments constitutifs de la porcelaine. Le Petunse, une roche blanche siliceuse et fusible qui constitue la chair de la porcelaine, et le kaolin, une argile blanche infusible qui est comme l'os de la porcelaine. Cette planche représente le premier affinage de la farine minérale obtenue par la pulvérisation de la roche. Après avoir vidé son panier dans un bassin de décantation, un ouvrier récupère la crème qui surnage à la surface. Un autre s'assure, à l'aide d'une poulie, que le panier ne plonge pas trop profondément dans le bassin, au fond duquel on récupérera le résidu de l'opération pour un nouveau broyage. Au premier plan, un ouvrier transporte à la palanche la pâte molle qui vient d'être recueillie. L'album de la Bibliothèque nationale complète la description de l'opération de lévigation. Transvasée d'un panier dans l'autre, lavée à grande eau, la pierre à porcelaine est séparée des impuretés qu'elle avait conservées après son extraction de la mine. Tout résidu pierreux ou caillouteux dans la pâte rendrait cassable la porcelaine. Les torrents de montagne n'étant pas propices au pétrissage, les tourteaux de pâte sont confiés aux bateliers qui les transportent vers les bassins de foulage de Jingdezhen. Les lieux d'extraction de la pierre à porcelaine et de l'argile sont plus ou moins proches de Jingdezhen. Gaoling se situe à 45 km à l'est du bourg, mais les fours impériaux durent s'approvisionner en argile dans la province du Jiangxi, à quelques 330 km à l'ouest de Jingdezhen. L'album de Rennes ne montre pas le pilon hydraulique. Le bokar est pourtant, avec les fours, emblématique de Jingdezhen. C'est un paysage de pilons et mortiers, écrivait Zhang Fengyi, un poète de la dynastie Qing. On entend le son de 10 000 pilons frappés contre le sol, disait déjà Wang Shimao au XVIe siècle. Le feu enflamme le ciel. La nuit, impossible de dormir. On plaisante en disant que Jingdezhen vit en permanence sous le tonnerre et la foudre. Tournant inlassablement dans le courant du torrent qui descend de la montagne, la roue à aube entraîne un arbre à cames qui actionne alternativement 2 maillets de bois à tête de pierre armés de fer. Il concasse et pulvérise la roche dans des cuves pavées de pierre. La poudre ainsi obtenue est étalée dans des bassins rectangulaires. Le va-et-vient des porteurs amenant la roche au bokar ou la transportant vers les bassins de foulage est incessant. La pâte, versée dans de grands bassins pavés, est piétinée par des buffles que les bouviers mènent par les naseaux. On mesure sur cette planche toute la supériorité de l'album de Rennes sur celui de la Bibliothèque nationale
qui semble n'être qu'une pâle copie de son modèle, à moins, bien sûr, que l'un et l'autre n'aient réinterprété, chacun à sa manière, un ouvrage plus ancien. Après les bêtes, ce sont les hommes qui piétinent la pâte à porcelaine. La division du travail, qu'on dirait tout droit sortie de La richesse des nations de Smith, est on ne peut plus rationnelle. Chaque ouvrier prend le relais de l'autre. Un porteur vient tout juste d'arriver avec ses 2 paniers de bambou contenant la pâte qui sera travaillée par les foulons. Un autre plonge dans la rivière toute proche les seaux d'eau claire qu'ils videront dans les bassins de décantation avant de mettre de côté, à l'aide d'une houe, la couche de surface qui sera confiée à un nouveau porteur. Le travail du kaolin, l'argile blanche extrait des monts Kaoling, est plus simple que celui de la pierre à porcelaine. Un ouvrier plonge 2 seaux de kaolin dans un bassin. L'argile se dissout dans l'eau qui s'échappera du seau, tandis que le sable restera au fond. Un autre ouvrier s'apprête à prendre les seaux des mains de son compagnon pour les transporter à la palanche et les confier à un 3e journalier qui jettera le résidu sableux. Comme les plaines du nord de la France hérissées de terrils, le paysage de Jingdezhen est façonné par les dépotoirs des manufactures faits de peaux cassées ou de déchets de la production, comme en témoigne le tas de sable blanc qu'on voit à l'arrière-plan. L'album de la Bibliothèque nationale, plus précis sur ce point, montre que le sable est entassé à l'intérieur même d'une mine de kaolin, sans doute désaffectée. L'album de Rennes fait l'impasse sur les opérations nécessaires à la fabrication des carreaux de pierre à porcelaine, Baidunze, qui ont donné leur nom déformé au Petunse. Il passe directement à l'étape suivante. Il faut se reporter à l'album de la Bibliothèque nationale pour découvrir le 2e lavage des composants de la porcelaine. On commence par les déposer effrités sur un tonneau de forme ovale rempli d'eau et recouvert d'un tamis tissé très fin. Ce tonneau, qu'on appelle le tonneau grossier, est entouré de 2 autres tonneaux, dits tonneaux fins. L'argile, ou la pierre à porcelaine pulvérisée, se désagrège au contact de l'eau. Après avoir enlevé les particules grossières retenues par le tamis et remué le mélange avec une pelle, on transfère la couche supérieure dans un tonneau fin, tandis que les particules impures, passées à travers le tamis mais plus lourdes, tombent au fond du tonneau grossier. On rajoute de l'eau pure prélevée dans le 3e tonneau au mélange et on réitère l'opération jusqu'à obtenir une pâte liquide sans aucune impureté. Cette pâte est transvasée dans de petits tonneaux faits d'argile réfractaire dont les parois poreuses absorbent l'eau. Elle est ensuite transportée dans des salles de macération où elle finira de se solidifier. Petunse et kaolin seront alors seulement découpés en briquettes blanches qu'on pourra travailler ensemble. Petunse et kaolin sont malaxés à l'aide de grandes pelles de bois sous un hangar. Ils sont mélangés dans des proportions variables selon la qualité souhaitée. Pour les porcelaines grossières, on augmente la quantité de matière fusible issue de la pierre à porcelaine. Pour les porcelaines fines, on augmente au contraire la quantité d'argile infusible. La pâte à porcelaine, divisée en mottes, est confiée au lapingong, le tourneur chargé d'ébaucher la forme des vases, des bols et autres gobelets. Assis sous un hangar, les pieds placés de part et d'autre du tour sur une planchette oblique, il peut mettre en mouvement la roue horizontale dentée sur l'axe vertical de laquelle est fixé le mandrin. La motte de pâte, placée sur la girelle du tour, se transforme sous ses mains en une sorte de calotte encore imparfaite, n'ayant guère, outre le diamètre et la hauteur souhaitée, qu'un pied massif.
À peine ébauchées, les pièces sont mises à sécher sur une planche à l'air libre. Certaines, plus compliquées, sont moulées par le Yipingong, un autre ouvrier spécialisé. La pièce, façonnée à la main, sera évidée avec une lame métallique. Un aide, accroupi devant le tour, tient par les deux bouts une corde motrice qui s'enroule horizontalement sur une poulie à gorges multiples de différents diamètres et régule ainsi la vitesse du tour. La pièce est polie, surtout vers les bords, gagnant ainsi en transparence. Le finissage est réalisé sur un tour assez semblable à celui du potier qui ébauchait les pièces à la main. On retrouve les planchettes de bois obliques sur lesquelles l'ouvrier pose les pieds, la roue dentée qui lui permet de lancer le tour et le mandrin sur lequel il place la pièce à travailler. Mais cette fois, le mandrin est amovible. Le potier choisit son diamètre en fonction de celui du vase qu'il va polir et lisser avec une baguette métallique pour lui donner sa finesse définitive. Pour ne pas déformer la face interne du vase cru, placée sens dessus-dessous, la tête du mandrin, de forme ronde, est matelassée de bourre de soie ou de coton. Le travail que l'on voit ici, qui consiste à affiner le pied du vase, s'opère lorsque celui-ci, après avoir séché à l'air libre, a acquis une certaine dureté. La couverte ou glaçure, yoke en chinois, est appliquée soit par insufflation, soit comme ici par immersion, jan. Le trempeur tient délicatement la porcelaine par le pied, resté massif, et la plonge verticalement dans le baquet. Ce n'est qu'après le vernissage que le pied sera remis sur le tour pour être évidé. C'est ce que semble ici faire le potier. On inscrira dans le creux ainsi ménagé le Nianhao, la marque indiquant la dynastie et le nom de l'empereur régnant. Le Nianhao peut être remplacé par le sceau impérial, par une marque d'atelier, voire plus prosaïquement par un double cercle. Le pied sera alors plongé à son tour dans la couverte, mais on enlèvera celle-ci de sa base afin qu'il n'adhère pas au support sur lequel on mettra la porcelaine à cuire. Une fois séchées sous le hangar, les pièces, revêtues de leur glaçure, seront transportées au four sur une planche tenue à l'épaule par un habile ouvrier. Les casettes sont des boîtes de terre réfractaires façonnées au tour et cuites au four. L'argile, apportée à la palanche au potier, est grossière. Le tour utilisé ressemble à celui sur lequel étaient façonnées les premières ébauches, mais il est muni d'un large plateau et c'est à la main, à l'aide d'un assistant, et non au pied, qu'il est mis en rotation. À l'inverse de ce que l'on voit dans l'album de Hong Kong, les casettes semblent ici faites d'un plateau et d'un haut couvercle cylindrique. On y enferme les pièces de porcelaine pour les protéger des taches et des coups de feu. Avant de les mettre au four avec leur précieux contenu, on soumet un pain de pâte servant à fabriquer la couverte à l'épreuve du feu. Il porte le nom de son lieu d'origine et de son vendeur. Cela permet d'anticiper les conditions de la cuisson des porcelaines et, le cas échéant, de changer de fournisseur. Un tâcheron porte à l'épaule les pièces de porcelaine crue qui vont être placées dans les casettes. Un autre entasse les casettes qu'il vient de remplir près du four. Un troisième les enfourne. À droite, un apprenti pile le kaolin qui recouvrira le lit de sable isolant la pièce à cuire de la casette, faute de quoi la porcelaine pourrait adhérer au fond de la boîte. Les casettes mises au four sont généralement disposées sur 5 rangées. Elles sont séparées, si nécessaire, par des plaques réfractaires. Les pièces les plus fines sont placées sur la 3e rangée. Elles sont protégées par des vases plus grossiers. La porte du four est garnie avec des casettes vides
pour amortir la chaleur du feu. À la différence du four à chambre unique de l'album de Hong Kong, le four de l'album de Rennes comprend 4 chambres. Une fois que le four est rempli, on mure sa porte et on cimente les joints avec de la terre blanche. On ne laisse qu'une ouverture en bas pour alimenter le feu. En haut, 3 petites baies carrées, que les Chinois appellent des yeux, permettent de surveiller l'évolution de la cuisson. Ces visières servent aussi à réguler l'arrivée de l'air dans le four et de passer de la cuisson à grand feu, ou en oxydation, à la cuisson en réduction. La cuisson en réduction, qui réduit l'oxygène au minimum nécessaire à la combustion et renforce la quantité de monoxyde de carbone, permet d'obtenir toute une palette de couleurs. Le bleu clair, à partir du cobalt, le rouge, à partir du cuivre, et le vert céladon, à partir du fer. Des flammes se mêlent à la fumée qui sort par la cheminée du four. C'est à partir de leur aspect respectif que les cuiseurs, qui maîtrisent parfaitement le feu et la vapeur d'eau, jugent de l'évolution de la cuisson. L'ouvrier, que l'on voit en haut de son échelle, va vérifier si la porcelaine est cuite. Pour ce faire, après avoir découvert l'œil du four, il va ouvrir une casette à l'aide de la pince de fer que lui tend son acolyte. Au premier plan, 2 bûcherons fendent le bois qui servira à alimenter le four par les alandiers ouverts à sa base. 2 types de bois sont utilisés, le pin pour les pièces les plus précieuses, l'aubépine chinoise pour les pièces plus grossières et un mélange des deux pour les pièces de qualité ordinaire. Le temps de cuisson varie en fonction des pièces, de 5 jours pour les petits bols à 19 pour les grandes pièces, 7 jours de feu doux, 2 de feu ardent et 10 jours de refroidissement progressif. C'est peut-être pourquoi une des portes du four reste murée, tandis que les autres chambres de chauffe sont ouvertes. L'équipe des défourneurs, distincte de celle des chauffeurs, sort les porcelaines de 2 d'entre elles sans aucune précaution. Elles sont sans doute entièrement refroidies, tandis que la 3e, ouverte elle aussi, n'est pas encore accessible sans protection. Un comptable, registre et pinceau à la main, assiste à l'ouverture des fours. Il est accompagné d'un assistant portant une balance. Ils emporteront 1/5 de la fournée pour l'empereur. Les casettes, une fois vidées, sont empilées sous le hangar. Quant aux pièces décastées, elles sont mises dans de grands paniers d'osier pour être apportées au peintre. Et voici l'atelier des peintres. Le portier, qui vient de laisser entrer un mandarin, s'empresse de refermer la porte. Le visiteur est arrivé dans la chaise à porteur que vont remiser ses 2 serviteurs. Le directeur lui fait les honneurs de son établissement. La décoration des pièces requiert un grand nombre d'opérations confiées à autant d'ouvriers selon une stricte division du travail. Il faut délayer les couleurs, tracer l'esquisse, peindre le motif, marier les couleurs, faire d'éventuelles retouches. Les principaux colorants sont les oxydes de fer associés au cobalt pour les céladons, les jaunes, les bruns lustrés et les noirs miroirs. L'oxyde de cuivre rouge ou vert pour les sangs de bœuf, les verts et les bleus turquoises. La céruse et des coquilles d'huîtres calcinées pour le blanc. Une fois la peinture appliquée, les pièces doivent être soumises à une seconde cuisson pour vitrifier les colorants et les incorporer à la porcelaine par fusion avec l'émail de la couverte. La cuisson se fait dans un fourneau distinct du four dans lequel ont été cuites les pièces. Celui que l'on voit ici est un fourneau fermé, chauffé à la fois au bois et au charbon de bois. Il est fait de 2 enceintes concentriques de briques réfractaires et surélevé d'une 15aine de centimètres. 4 soupiraux permettent d'alimenter le foyer inférieur avec le bois que les bûcherons fendent en quartier
tandis que du charbon de bois est jeté entre les deux enceintes et non, comme on pourrait le croire en regardant cette planche, entre les porcelaines mises à cuire. Un œil, ménagé ici dans l'enceinte extérieure, permet de surveiller le feu. Le directeur de l'atelier et le mandarin venu le visiter surveillent ici la cuisson. Une manière de rappeler sans doute que la manufacture représentée est une manufacture impériale et non un atelier privé, comme il en existait aussi à Jingdezhen. Certaines couleurs ne supportant pas la cuisson au grand feu, il faut retourner à l'atelier de peinture pour les appliquer dans les espaces réservés et terminer le décor. D'autres couleurs ne sont obtenues que par superposition d'une deuxième couche de colorant. Ici, les peintres semblent appliquer une deuxième couche de rouge sur les caractères ornant les assiettes qu'ils décorent, pendant qu'un petit apprenti broie les couleurs. Apparemment, c'est tout un service de table qui est fabriqué pour l'exportation. Les formes, assiettes plates et creuses, vases, sont occidentales. Les motifs sont chinois. Dans la cour, une altercation oppose deux personnages que leurs compagnons empêchent d'en venir aux mains. Peut-être deux ouvriers ou bien un chef d'atelier mécontent du travail effectué par un de ses employés. Voici un autre type de fourneau, un fourneau à petit feu ou à feu de moufle. Il ne chauffe qu'à 800 degrés et non, comme les fours à grand feu, à 1300 degrés. Il est utilisé pour vitrifier les couleurs peintes directement sur la porcelaine ou les émaux sur couvertes déjà cuites. Les pièces sont enfournées par une large ouverture en façade. À l'arrière sont ménagés, en bas, un alandier destiné à alimenter le feu, en haut, un œil permettant de surveiller la cuisson. La maison est cossue, une vaste cour ornée de plantes grasses, des rochers aux formes tourmentées propices à la méditation, une jardinière de porcelaine arrosée par un serviteur, une muraille couverte de tuiles vernissées, tout suggère une maison de lettrés. Le rouleau de peinture et les verres parallèles qui l'entourent évoquent un paysage de Jiangnan, une ville d'eau au sud du Yangtze qui fait écho au paysage réel qu'on voit derrière le mur. Quand s'ouvrent les rideaux sur la rivière Xiang, on voit doucement se poser les hirondelles. Les frondaisons pendent très bas sur la rive, comme endormies dans la brume. Les porcelaines sont maintenant emballées. Les pièces de luxe, protégées avec de la paille, sont placées dans des tonneaux de bois. Les pièces ordinaires, dans de simples gaines de vannerie de tailles diverses. Les unes seront vendues sur le marché local, les autres seront expédiées à Canton. Encore une fois, on voit que la division technique du travail est poussée à l'extrême dans la manufacture de Jingdezhen, où 23 catégories d'ouvriers spécialisés, travaillant dans 33 départements différents, se répartissent les tâches. Il fallait jusqu'à 70 opérations pour achever les pièces les plus complexes. Les tonneaux remplis de porcelaine sont apportés au service comptable. Ils sont marqués à l'encre noire. Des marchands sont venus passer commande. Arrivés à cheval, ils viennent sans doute de loin, de Canton peut-être. À en juger par le rocher de lettré que l'on voit à l'arrière-plan, l'entrepôt jouxte le four ouvert et semble même communiquer avec lui. Les portes qui s'ouvrent à l'arrière-plan sont les mêmes que celles du pavillon de lettré. Est-ce à dire que le directeur de l'établissement serait lui-même un érudit? Quoi qu'il en soit, il n'en oublie pas les biens matériels. L'argent versé sera pesé sur une balance à plateau sous l'œil vigilant du régisseur de la fabrique. Mais on ne saurait faire des affaires sans un peu de convivialité dans la Chine du XVIIIe siècle. Ce porteur de palanche est chargé d'une desserte destinée au banquet qui scellera la vente. On y voit 3 des viandes qui seront servies au repas, volaille, chien et porcelet peut-être.
L'album de la Bibliothèque nationale montre, avec un certain humour, le petit employé tête renversée en arrière pour régler au mieux l'équilibre des plateaux de la balance sur laquelle est pesée la monnaie apportée par les marchands cantonais. Il montre aussi la marque de la fabrique, Chenyo. Ce paysage, avec son torrent tumultueux dévalant de la montagne, évoque sans doute la passe de Meiling, une étape importante du long voyage qui mène, par voie fluviale et par voie terrestre, de Jingdezhen à Canton. C'est en effet à Canton, où s'est développé un style de peinture prisé des Occidentaux, que seront peintes les porcelaines destinées à l'exportation. Les deux marchands cantonais sont venus prendre livraison de la marchandise. Les conditions de la vente, discutées au préalable avec un courtier, sont généralement consignées par écrit. La commande ne peut être retirée sans une facture indiquant en rouge le nom de la manufacture, celui du magasin et la description des objets vendus. Les objets défectueux, consignés sur un bordereau spécial, sont échangés contre d'autres. Tandis que leur serviteur charge le sampan, qui emportera les précieux tonneaux, l'un des marchands est en train de faire ses adieux au responsable du magasin, l'autre est encore en grande conversation avec un des employés. Tous deux semblent s'adresser au ciel en évoquant les dangers du long voyage qu'il reste à entreprendre pour retourner à Canton par voie fluviale et par voie terrestre, en affrontant de dangereux rapides et de hauts sommets. La cuisson de la porcelaine est hautement aléatoire. Les pièces cassées, noircies, fendues, mal peintes représentent 50% de chaque fournée et s'entassent en monticules artificiels autour de la manufacture. C'est pourquoi on rend grâce au génie du feu pour célébrer la réussite de la campagne de production qui vient de s'achever. Des artistes ambulants jouent un opéra sur une estrade. Hommes et femmes assistent au spectacle offert par le responsable de la manufacture, coiffé d'un chapeau mandarinal. Des colporteurs vendent des bonbons, des gâteaux et bien sûr des porcelaines. Peut-être s'agit-il de lots défectueux mis au rebut et rachetés par des zuotui, des faiseurs de tas. Ou bien, peut-être s'agit-il de pièces abîmées réparées par des raccommodeurs. Le marchandage est de rigueur. Un jeune client, doigt tendu, propose un prix au vendeur. L'album de la Bibliothèque nationale donne une version plus populaire des réjouissances qui marquent la fin de la campagne de production. La danse du dragon, promenée en procession par les enfants, poursuivant une perle rouge au son nasillard de la suona, la trompette chinoise, dans le tintamarre des gongs et des tambourins, est une image familière des cérémonies du Nouvel An.